Bonjour chers amis, nous sommes heureux de recevoir un écrivain en la personne de Christian Kader Keita, un grand écrivain. C'est lui qui a écrit ce beau roman sur ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville à l'époque coloniale. Ensuite, il a fait un autre ouvrage sur le chemin des restitutions des œuvres africaines. C'est un grand écrivain, mais en même temps, c'est un grand promoteur de la culture africaine. Et comme on dit, et Dieu créa la rumba, un peu comme Dieu créa la femme pour, disons, paraphraser le titre d'un célèbre film. Aujourd'hui, préparer le futur africain afin d'éviter les devoirs du passé, nous recevons avec plaisir M. Christian Kader. Bonjour. Bonjour, doyen. Bonjour, M. Camara. Alors, vous êtes quelqu'un qui a fait beaucoup pour la culture africaine, beaucoup pour la promotion de la culture africaine. Vos écrits l'attestent tous les jours. Maintenant, nous allons parler de rumba. Vous êtes quelqu'un qui a été au cœur même de la médiatisation de tout ce qui fait du rumba un patrimoine universel reconnu par l'UNESCO. D'abord, présentez-vous vous-même. Alors, je suis Christian Kader Keita, comme vous avez très bien dit, monsieur Camara. Je suis écrivain, essayiste, romancier, je suis consultant en finance et je suis également chef d'entreprise. Donc, je dirige aujourd'hui 4 sociétés, 4 entreprises et je dirais mon flagship, ça serait Luxury Assistance &Cab, qui est une conciergerie de luxe à Paris depuis maintenant 24 ans. Je suis tellement content de cette brève présentation. Avant même de passer la parole à la jeunesse, à travers la personne de Laetitia, vous allez nous faire l'historique de rumba. D'où vient le rumba? Que s'est-il passé? Comment se fait-il? Il s'est internationalisé. De la République démocratique du Congo à la France et en Europe. En passant par Cuba. En passant par Cuba. Merci beaucoup. Merci. Et Dieu créa la rumba. Voilà. Mais Dieu créa la rumba. J'aime beaucoup cette phrase. Moi, j'ai connu. Moi, je suis arrivé sur Terre, la rumba était déjà là. Et mes parents m'ont bercé sous la rumba. Mes grands-parents, mes tantes, mes oncles et tantes m'ont bercé sous cette rumba. J'ai grandi à Poto-Poto, donc le quartier de l'ambiance. Des ambiances, je dirais, en Afrique centrale, à côté de Kinshasa, Léopoldville, dans le temps qu'on appelait Léopoldville. Et Dieu créa la rumba. Oui, la rumba congolaise a une histoire qui rejoint totalement la cosmogonie africaine. Et c'est là où, effectivement, je disais tout à l'heure qu'on va essayer de faire un pas de côté. D'où vient la rumba pour nous? On dit, Dieu créa l'homme sur terre. Il créa l'homme, le premier homme, il est pour nous né en Afrique, il a été créé en Afrique. Et quand il est créé, cet homme, il est androgyne. Donc il n'a pas de sexe féminin, pas de sexe masculin. Et il vit dans une forêt, dans la forêt, en Afrique centrale, on va dire. Et cet homme, il a tout ce qu'il veut. Dieu lui donnera, il va lui dire, là où tu es placé, il ne faut pas que tu ailles de l'autre côté de la forêt, parce que là-bas, c'est le mal. Et donc là où tu es, c'est comme le paradis, tu as tout. C'est le bien. Et cet homme va vivre comme ça pendant un moment, et puis à un moment donné, il dit, bah, écoutez, moi je suis quand même un grand responsable. Pourquoi je n'irai pas voir de l'autre côté? Je suis quand même responsable, je sais ce que je fais, je vais aller voir, et puis je prendrai ma responsabilité, et si c'est mauvais, je reviens. Sauf que dans l'histoire qui nous est racontée, qui m'a été racontée, c'est que quand il traverse la limite qui était entre le bien et le mal, lorsqu'il se retrouve en transe, pris de commotion, et il tremble de partout, et il va se diviser, il va se séparer en deux. Il y a une partie qui va devenir Luango, c'est cette partie qui est l'homme, et il y a une partie qui va devenir Numba, c'est cette partie qu'on appelle la femme. Et voilà. Et donc, voilà l'histoire qui explique chez nous cet homme qui va donc faire, je dirais, il va désobéir à son créateur. Et donc il va être sujet au courroux du créateur. Et pour, effectivement, demander pardon au créateur, parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, il va donc
essayer de trouver des moyens pour se faire pardonner. Et pour se faire pardonner, il va donc essayer de transcrire tout ce qui est création de Dieu. Et il va donc voir l'apparition de Dieu partout, tout ce qui l'entoure, dans la nature. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de l'animisme. Mais en fait, l'animisme, ce n'est pas forcément une religion, c'est tout simplement la manifestation de Dieu unique, puisque le Dieu unique, et je le précise bien, est né en Afrique. Les Africains ont toujours eu un Dieu unique. Mais la manifestation de Dieu se fait dans les créatures de Dieu. Et donc, lui, donc, il va essayer, partout où il va voir la manifestation de Dieu, tout ce qui est beauté, tout ce qui est force dans l'univers, va lui rappeler. Et il va essayer, par ce biais, de prier Dieu pour lui dire pardon. Et il va donc imiter, par exemple, certains bruits du tonnerre. Et il va chercher, si je fais le bruit du tonnerre, et c'est le tam-tam. C'est le tam-tam. Et donc, il dit Dieu va être content. Il va rechercher les bruits que fait l'air dans la forêt. Donc vous avez la musique congolaise, vous avez la rumba, vous avez le frissonnement des arbres. Et c'est ça qui va faire qu'on va répéter la nature, on va imiter les mouvements de vagues par le jeu. Et donc, oui, et donc du coup, si on comprend par rapport à l'analogie que vous êtes en train de faire, est-ce que la rumba est une ode au langage divin, si on peut dire? Est-ce que c'est une transcription justement de ce que le premier homme et la première femme, du coup, comme on le disait, avaient l'habitude d'entendre quand ils étaient au Jardin d'Éden, si on peut dire? Et deuxième question, par rapport au nom de la femme, comme vous l'avez dit, est-ce que la rumba, en fait, la genèse du nom, c'est en fait la femme, et que cette musique-là, c'est une ode à la féminité, une ode à la femme, et c'est ça que représente la rumba? Merci beaucoup pour cette question. Et Dieu créa la rumba et Dieu créa la femme. Et je vois très bien le lien que M. Camara a tracé depuis le début, donc on est en train de suivre ce morceau. Alors, je vais répondre tout de suite non. La rumba n'a pas de relation avec la femme, justement, j'y arrive. Dans l'explication historique de la rumba, vous verrez qu'effectivement, lorsque je reviens un peu des imitations que l'homme va essayer de trouver dans la nature, et d'ailleurs, vous savez très bien, vous le verrez dans toute l'Afrique, toutes les danses africaines imitent un élément de la nature. Toutes les danses, vous allez en Burundi, vous allez en Tanzanie, vous allez en Rwanda, ça imite les éléments de la nature. Les musiques africaines, les rythmes africains imitent forcément les éléments de la nature. Et ce n'est pas anodin. Donc, s'il y a un lien entre la rumba et les croyances ésotériques africaines, oui. Et quels sont ces éléments que la rumba, justement, imite pour les personnes qui souhaiteraient comprendre? Alors, d'abord, la rumba. Quels sont les éléments? Beaucoup d'éléments. Il y a le tam-tam, vous allez voir, on verra, il y a le lokolé les bruits des lokolés. Donc, les éléments que la rumba imite, on va le voir quand on parlera des instruments de la rumba. Vous allez voir que les instruments de la rumba n'ont pas été choisis par hasard. On le verra. Mais pour revenir, c'est important que je vous explique d'où vient la rumba, parce que sinon, les gens vont croire que la rumba avait... D'où vient la rumba? Donc, à un moment donné, ils étaient séparés. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont donc décider de se réunir pour repartir de l'autre côté. Parce que finalement, ils essaient de trouver de pardon vis-à-vis de Dieu. Ils disent, bon, si on n'y arrive pas, on va donc essayer de se réunir, donc se coller, nombril contre nombril, pour pouvoir redevenir un. C'est ce mouvement de nombril contre nombril, sous le rythme de tam-tam, qu'on appelle la kumba. Et non, la kumba. Donc vous voyez, donc ça s'appelle la kumba. La kumba, c'est le nombril en congolais. Donc c'est ce mouvement-là. Et donc ils vont faire la kumba, et à ce moment-là, en faisant la kumba, ils vont se reproduire. Parce que, inutile de vous dire, la danse très sensuelle va entraîner donc, des productions. Et tantôt, ils vont mettre au monde des hommes, des mâles, tantôt des garçons, tantôt des filles. Donc ils disent, finalement, on n'arrive pas à faire l'androgyne qui était à l'origine. Et donc, ils vont passer tout leur temps à dire, on va continuer à
à danser, c'est-à-dire à célébrer, parce que c'est la danse, mais en fait, elle est beaucoup plus ésotérique. Elle est un peu mystique. On va continuer à danser, et pendant ce temps-là, on appelait ça, nous on disait ça, kulomba. Cette danse s'appelait kulomba. Kulomba, ça veut dire demander pardon. Et kulomba, vous allez le trouver Colombia. Kulomba, vous allez le retrouver également dans les Amériques plus tard. Donc kulomba, c'est la danse rumba au départ, c'est je prie. Donc, est-ce que, si on je peut, demande pardon, quoi, si on peut résumer, donc la rumba, si je comprends bien, la genèse de cette danse, c'est un moyen de se reconnecter, de revenir à l'essence de ce que l'homme était. C'est beau, c'est très beau. C'est très beau. Et oui, mais c'est une danse qui finalement ne fait pas que la joie, elle va faire tout. Elle va être le symbole de toute la spiritualité africaine. Elle va être le symbole de la joie pour les mariages. Elle va être le symbole de la joie pour les naissances. Elle va être l'élément de célébration de toute la cosmogonie africaine. Et pour finir dans cette partie qui est intéressante, qui est importante à noter, c'est que quand vous avez la kumba, vous avez vu, c'était la kumba, les deux, ils essaient de demander pardon, et ils n'y arrivent pas. Mais ils vont quand même continuer à danser, à créer cette danse, la rumba. Et cette danse, là, vous imaginez que je vais aller juste dans les années 1480, quand effectivement Diego Cao va venir en Afrique, donc va venir nous voir. Donc il y a la conflagration entre deux cultures. Donc Diego Cao, pour rappeler pour les personnes qui... C'est l'explorateur, c'est des explorateurs portugais qui venaient effectivement en Afrique, qui amorcent effectivement cette première rencontre avec d'autres peuples. Et là, l'élément symbolique que nous devons, nous sommes toujours dans le royaume du Congo, que nous devons noter, c'est notre Manisoyo, qui était le roi à ce moment-là, sur la région le royaume du Congo, va être baptisé. Il va accepter d'être baptisé, de devenir chrétien. Et quand il va accepter de devenir chrétien, qu'est-ce qui va se passer? Il va donc, sous la demande des Portugais, des prêtres portugais, on va lui dire, tu dois tout brûler, tout ce qui est relique, tout ce qui est croyance ancestrale. Et donc, il va faire un grand feu, et sur ce feu, on va mettre tout, on va jeter tout ce que nous avions, tout ce que les gris-gris, les colliers, tout ce que nous avions, on va donc brûler, il y aura donc un grand feu. Les seuls qui vont être épargnés, ça va être les instruments de musique. Alors, je suis très content de voir pourquoi l'UNESCO a fait de la rumba ce qu'on appelle un patrimoine culturel universel, et je salue l'UNESCO. La question, elle est tellement... D'abord parce que quand je vous écoute, c'est comme si j'écoutais un Cheikh Anta Diop en matière d'histoire, mais en même temps un prêtre, un imam en matière de spiritualité. Maintenant, ce que vous allez nous imaginer, quels sont ceux qui ont permis d'internationaliser jusqu'à maintenant la rumba. Il y a Kabasele, il y a Rochoro. Alors ça, ces personnalités méritent d'être citées et d'être connues par la jeunesse. Alors, c'est à vous de nous les citer et de parler de leur parcours, de leur apport à ce que j'appelle l'enrichissement et ce que j'appellerais aussi l'internalisation de rumba. Que sont-ils et qu'est-ce qu'ils ont fait en bien pour le rumba? Très bien, merci. Merci pour cette question. Avant d'arriver effectivement les noms illustres que vous avez prononcés, on nous en voudrait. Je pense que ceux qui nous écoutent vont vraiment nous en vouloir si nous, on ne leur explique pas d'où vient réellement le nom rumba. Parce que jusque-là, nous étions arrêtés à Kumba. Donc on n'a pas encore parlé de la rumba. Donc je continue mon histoire et je reviendrai à votre question parce que c'est très important puisqu'on parle de l'histoire. Si nous, on saute les étapes, les gens vont toujours se demander, mais la rumba, c'est quoi? Et d'où vient la rumba? Et donc, il y a eu Initiation. On a créé un brasier dans lequel on a jeté tout ce qui était important pour notre spiritualité. Bon, je crois que ce chapitre est très important pour comprendre la problématique africaine aujourd'hui. Parce que là, c'est un pas de côté important. On a perdu, on a brûlé dans ce brasier tout ce qui faisait notre identité. Tout ce qui faisait notre identité spirituelle et donc notre identité culturelle. On a par ce biais créé une rupture entre l'Afrique d'hier et l'Afrique qui va venir.
On a créé une rupture même avec nos ancêtres Imhotep, nos ancêtres égyptiens, nos ancêtres nubiens. Parce que ceux qui vont venir, ils n'ont plus rien, à part les instruments de musique, c'est-à-dire le tam-tam qui restait, qui étaient des éléments qui permettaient à la célébration, effectivement, de ce baptême. Quand vous perdez ce qui fait votre essence identitaire, quand vous perdez ce qui fait votre spiritualité, vous devenez un peuple vulnérable. Et là, on arrive. Un peuple vulnérable, c'est un peuple qu'on peut esclavagiser très facilement. Et donc, on arrive à la période d'esclavage. Et cette période d'esclavage qui va se passer avec la traite qui était des nègres, la traite des esclaves, c'est là qui est très important. Le premier bateau qui va quitter l'Afrique pour aller, il va arriver à Montazas, à Cuba. Et c'est à Montazas, à Cuba, que les Congolais, je crois qu'il y en a à peu près, dans les derniers chiffres, il y en avait 13 millions de nos frères qui se sont retrouvés dans cette traite négrière. Et quand ils arrivent là-bas, les esclaves, ils travaillent comme des bêtes de somme. Totalement. Et ils commencent à 4 h du matin, ils terminent à 20 h. Ils n'ont qu'une heure pour manger, une heure où ils doivent préparer à manger. Et donc, vous imaginez comment ça a été très difficile. Nous sommes dans les champs de canne à sucre. Et le dimanche, ils se terminaient à 16 h. Et comme ils terminaient à 16 h, ils avaient des lopins de terre qui leur étaient réservés. Il y avait un petit coin, le coin des esclaves, où ils pouvaient effectivement faire leur propre plantation pour manger. Et c'est pendant qu'ils faisaient leur propre plantation qu'ils reconstituaient ce qu'ils ont perdu. Donc ils étaient en communauté. Donc ils ont créé, la première chose qu'un homme cherche à retrouver, c'est sa religion. Donc ils ont recréé une religion propre à eux, de ces peuples, avec un syncrétisme qu'on pourrait effectivement retrouver, mais ils ont créé ils ont créé également donc, un prêtre qui faisait donc des mariages, ce qu'on appelait Makwela. Mais est-ce qu'ils ont recréé ou ils ont simplement remis? Alors c'est une bonne question. Pourquoi recréer? Ça veut dire qu'on parle d'une autre... tout à fait. Enfin peut-être d'un existant, mais qu'on mélange. Un syncrétisme. Tout à fait. Mais là, est-ce qu'ils sont plutôt réinstaurés ce qu'ils avaient l'habitude de faire? Alors, il faut quand même que vous sachiez que, oui, le mot créer n'est pas anodin, parce qu'effectivement, on n'a pas qu'une population homogène. On a, à Cuba, on a plus. Donc, chacun amène un peu ce qu'il sait de ses ancêtres. Le mot créer, donc, c'était ça. Et puis, en plus... il n'y avait pas que la population congolaise. Non, donc, exact. Donc ils recréaient un peu leur spiritualité, et c'était vraiment le mot recréer. Et surtout, sachez que mettons-nous, ça durait 500 ans. C'est pas un truc qui a duré. Donc ils avaient perdu quand même beaucoup de certaines choses, mais ils ont recréé. Et la façon de prier, et ils ont créé des prêtres qui faisaient des makwela, c'est-à-dire qui faisaient des mariages, également entre eux, qui organisaient des mariages. Et qui dit mariage dit fête. Fête, on redanse, on retape le tam-tam. Et les Européens, les Espagnols, qui étaient là, ils disent, mais attends, c'est bizarre. Ils venaient lorgner un peu pour voir qu'est-ce qui se passait. Et en venant lorgner, ils se sont dit, mais c'est quoi que vous dansez là? C'est quelle soit cette danse? Ah ben, les Congos qui étaient majoritaires, ils ont dit, mais c'est la kumba. Et les Espagnols, ils ont entendu, ils disent, waouh! Mais comme le mot kumba n'existait pas en espagnol, c'est un phénotype qui n'existait pas dans la langue espagnole, ils ont prononcé rumba. Voilà comment... Et rumba qui signifie du coup qui signifie kumba. Voilà, mais donc ça n'avait pas... C'est ce qu'eux ont compris. Ça n'avait pas de signification particulière pour eux en appelant... Non, pour eux, c'est la rumba. Ils ont cru que pour eux, c'était le son. C'est le son. C'est le son. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire par rapport à ce que vous êtes en train d'expliquer que la rumba est la somme des croyances ancestrales, bien sûr majoritairement du Congo, mais dans tout un peuple d'une communauté africaine, avec aussi les descendants du coup de Cuba, donc hispaniques, et qui crée tout ce socle avec de par la danse qui est la kumba, puisque c'était nombril contre nombril. Mais comme on parlait de recréation de rites, de d'us et coutumes, est-ce qu'on peut dire en fait que la rumba, c'est un héritage culturel plutôt du Royaume Congo, et donc qui comprend tout à fait plus large que les Congolais en eux-mêmes?
Tout à fait. Merci. Tout à fait. C'est une très bonne analyse. Oui, je suis tout à fait d'accord avec, avec vous, Laetitia. C'est une très, très bonne analyse. La rumba, c'est un héritage. C'est la maternité même de la culture et de la musique africaine. C'est la maternité de la musique africaine, c'est ce que je pense, sincèrement. Et là, on voit très bien que cette musique que les Européens entendent, les Européens vont commencer à imiter ces esclaves. Ils vont donc imiter avec leurs instruments. Ils vont créer des sons que vous retrouvez au niveau de Cuba. Ils vont commencer à utiliser ce que nous, le rythme 1, 2, 3, 1, 2, 3 qu'on utilise dans la salsa. Pa, 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 pa. Ça, c'est la base de la rumba. Également qu'on retrouve dans la base de la salsa, la clave. Donc, si vous voulez, c'est hyper important parce que lorsqu'il va avoir l'abolition de l'esclavage, les esclaves qui étaient là, ils vont bouger, ils vont aller vers la Havane pour chercher un boulot un peu plus intéressant. Et ils vont aller à Guinée, et c'est là-bas qu'ils vont créer le premier groupe de salsa, de rumba, pardon. Ce groupe de rumba est un groupe qui va prendre les chansons qu'ils chantaient quand ils faisaient les chants religieux. Quel était le nom du groupe? Alors le nom du groupe, c'est Social, ça s'appelait Social, j'avais noté... C'est social. L'église qu'ils avaient, c'est Palo Mayombe. Ils avaient l'église Palo Mayombe et le truc, c'était un social, mais africain. Il y a un côté africain. J'ai oublié le nom, mais je vous retrouverai le nom. Mais c'était un groupe qui faisait la kumba, qui dansait la kumba. C'est ce premier groupe. Et quand ils arrivent à Guinée, ils créent leur premier groupe qui est encore traditionnel, hein, mais c'est sur la base de la kumba. Plus tard, effectivement, arrivera un métis qui, lui, avait descendant d'esclaves, mais il avait un père français. Il s'appelait, alors le nom, c'est le père même de la rumba cubaine, Benny Moré, et qui, lui, va donc mettre les instruments de musique. Le son qu'il avait entendu va créer ce qu'on appelle la rumba moderne aujourd'hui. Et donc, c'est le premier, c'est un métis, on va dire, qui va donc créer la rumba moderne que nous voyons aujourd'hui. Mais pour faire un parallèle justement sur les instruments de musique, puisque c'est ce qu'on expliquait au début, c'était pour recréer les éléments et donc le langage de la nature, donc le langage divin. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler, enfin, est-ce que tu peux nous rappeler les éléments donc de base, les instruments de base et quels éléments de la nature ça rappelait? Et la question, c'est pour dire, donc, est-ce que l'objectif premier de justement de réunir et de retrouver l'état d'être que l'homme était de base se comprend à travers justement la rumba, parce que comme tu nous l'expliques, les sonorités au final parlent même à des peuples qui ne connaissent pas, mais se réunissent à travers le son. Donc est-ce qu'on peut dire au final que le langage de la nature est le langage divin, enfin universel, et qui fait que la rumba, peu importe ton origine, te parle tel le divin peut te parler? Ah, c'est beau, j'aime bien ça, quelle que soit ton origine, la rumba te parle. Oui. Alors, juste un petit bémol au niveau des instruments. Au niveau des instruments de musique. Il faut savoir que nous avons vu que la naissance de la rumba telle qu'on la connaît aujourd'hui vient des esclaves. Et les esclaves, ils n'avaient pas amené des instruments avec eux, vous imaginez bien. Donc, ils ont utilisé les tables, les fourchettes, etc., pour pouvoir avoir la sonorité. Ce qui est important de la rumba, et que tout le monde vous le dira, c'est le rythme. Ce n'est pas forcément l'instrument. On le verra d'ailleurs dans l'évolution, et même si aujourd'hui, il faut bien faire à un moment donné ce lien entre instrument et musique plus tard. Mais là, nous sommes quand même dans une situation chaotique créée par l'histoire, où vous avez des peuples qui sont arrivés avec les mains et les pieds sans avoir la possibilité d'emporter avec eux des instruments de musique. Et donc, ils vont donc créer la rumba avec les instruments qu'ils vont trouver sur place. Et Laetitia, ce que tu viens de dire est très intéressant, parce que si nous allons aux États-Unis, parce que la rumba là, on était à Cuba, mais si nous allons aux États-Unis, il y avait d'autres esclaves. Ils étaient, par exemple, effectivement, on prend l'exemple très, très typique, c'est en Louisiane, qui était française. La Louisiane qui était française. Et là, effectivement, vous aviez un groupe de Noirs, d'esclaves qui vont être affranchis à un moment donné, parce que l'abolition de la traite des nègres, non, de l'esclavage qui a eu lieu, à ce moment-là, ils vont être affranchis. Et il va y avoir après, quelques années plus tard, la guerre entre le Nord et le Sud, et les Français vont être battus.
Et quand ils vont être battus, les Français, eux, ils avaient avec eux, dans leur fanfare, des trompettes, ils avaient des tambours, ils avaient des saxos dans leur fanfare. Quand ils vont partir, ils vont laisser tout ça. Les Noirs esclaves qui étaient là, ils vont récupérer ça, vont les cacher dans la forêt. Et quand la guerre va finir, ils vont sortir ces instruments. Avant, ils avaient la table, ils avaient les cuillères, et là, ils vont avoir des instruments. Et c'est comme ça qu'ils vont adapter leur rythme avec les instruments qu'ils ont trouvés sur place. Et vous voyez bien, nous sommes en Louisiane, et il va apparaître un événement extraordinaire, c'est la naissance et le développement d'un homme qui s'appelle Armstrong, qui est de cette partie, et qui, lui, va donc, qui revendique sa nationalité congolaise. Il dit, je suis Congo. Donc c'est très intéressant parce qu'en Louisiane, quand les Noirs vont être affranchis, le maire de Louisiane va leur demander, mais vous, maintenant, vous êtes libre. Ah ben moi, on ne sait pas où aller. Ben vous allez rester là. On va vous donner un petit coin. C'est ce petit coin-là, vous allez faire vos prières, vos danses, vos chansons, là. Et ah ben merci. Et les anciens esclaves, ils disent, ben écoutez, le maire leur demande, ben alors comment voulez-vous être appelé ce coin? Ils ont dit, ben ce coin, Congo Square. Et aujourd'hui, en Louisiane, il y a un coin qui s'appelle Congo Square. Tout cela est très beau. Même quand je vais à Cuba, effectivement, je reconnais la salsa. Dans chaque salsa, ce que j'appelle l'apport de rumba. Ça, à Cuba, ça c'est... Tout le monde le voit et tout le monde le sait. Maintenant, il faudrait absolument nous dire, Armstrong s'en est bien servi. C'est-à-dire qu'il a bien fait de dire qu'il est pratiquement congolais quand il a vu que la liberté est revenue. La question, elle est celle-là. D'Armstrong à Kabasele, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? De Kabasele à Rosoro, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est très bien que ceux qui ont hérité la richesse de Rumba soit mise d'abord en valeur, et tu le fais très bien, mais en même temps, il faudrait que ça débouche sur ce que j'appelle le rayonnement culturel de notre continent. Alors, où en sont ce que j'appelle ceux qui ont été les véritables pionniers de la modernisation et de la pérennisation du rumba? Alors, merci doyen. Ce que vous venez de dire est intéressant parce que ça montre bien que la rumba a des velléités panafricaines. La rumba a dans ses veines le panafricanisme avant l'heure. La rumba a ses veines l'universalisme culturel. Donc la rumba est réellement un patrimoine pour non seulement le Congo, l'Afrique, mais également l'univers, le monde entier. Et un patrimoine qui concerne les hommes, un patrimoine on a vu rattaché à la nature, rattaché à l'homme social, puisqu'on a vu que la rumba servait aux célébrations. Donc nous avons là l'exemple même idéal de ce que c'est que la culture qui unit les peuples, de ce que c'est que la culture qui a un langage universel, quel que soit, puisque vous écoutez, quelle que soit votre couleur, quel que soit le lieu où vous entendez, vous pouvez comprendre, parce que la musique s'adresse aux émotions, et les émotions, c'est universel. Et ça, c'est important. Et comme ça s'adresse aux hommes, les hommes bougent. Et donc, cette culture, cette musique, elle va s'enrichir grâce aux rencontres. Et là, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de murs, il y a effectivement une symbiose. Il y a de l'homme dans l'univers tel que Dieu a voulu que nous soyons, c'est-à-dire aimer les uns les autres dans l'amour, dans la fraternité. Et donc, ça permet d'évoluer. Quand lui, Armstrong va régner, il va régner en Europe, parce qu'on va le faire venir en Europe pour faire du jazz. Mais le jazz que Armstrong, lui, les sonorités du jazz, il a en Louisiane. D'abord, la connexion qu'il a, c'est en Louisiane, où la rumba, utilisée avec les instruments que je vous ai dit de récupération, avait des sonorités du jazz, donnait des sonorités du jazz. C'est comme ça que le jazz va naître également de la rumba. Vous voyez? Et donc, à ce moment-là, nous avons, donc c'est Louis Armstrong, qui est ici en Europe, le Michael Jackson de cette période-là. Kabasele, lui, va être découvert un peu par hasard à Kinshasa, suite à une pub où on va entendre sa voix. Et Kabasele, lui, son ambition, c'est de devenir le Louis Armstrong africain.
Donc lui, c'est son rêve de faire ce que Louis Armstrong fait, parce que Louis Armstrong, tout le monde va le voir, c'est devenu la personne célèbre, mais avec des sonorités que, effectivement, on ne retrouve pas la rumba tout de suite. Mais il y a des choses que nous, on sait reconnaître dans le jazz à cette époque-là. Et c'est là où Kabasele va demander s'il pouvait, effectivement, on pouvait l'aider à créer un orchestre. Et Kabasele va être celui qui va créer le premier orchestre de rumba. Et cet orchestre va être multiculturel. Il y aura un Cubain, et plus tard, on va voir arriver Manu Dibango, un Camerounais. Et donc, ce qui va être important, et là, nous voyons à la musique, ce qui compte, c'est le son, c'est le rythme. Quelle que soit ta couleur, tu peux jouer avec moi si tu sais ce que j'ai envie de jouer. Donc, c'est important. Et donc, voilà comment Kabasele, en créant son premier groupe, va être emmené avec les hommes politiques à Bruxelles, M. Camara, indépendance tcha-tcha-tcha. Ouais, et donc, la rumba rentre dans la politique. Et je crois qu'on a une petite vidéo de Kabasele, donc peut-être qu'on peut la faire passer pour que nos auditeurs, enfin ceux qui nous regardent, puissent comprendre. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza, tcha-tcha, tobakidi, otableron, tcha-tcha, baganyeo, onipanda, tcha-tcha, tozumiye, indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okikwanza, tcha-tcha, tobakidi, otableron, tcha-tcha, baganyeo. Donc là, on a eu la chance de voir un passage justement de ce que tu nous exprimes à travers l'un des pionniers et le père de la rumba, donc Kabasele, et Indépendance Tcha-Tcha-Tcha. Donc est-ce que tu peux continuer à nous argumenter? Oui, merci beaucoup pour cette vidéo. Alors, il y a juste un point de commentaire. Vous avez vu la musique. On a Indépendance Tcha-Tcha-Tcha, on est dans le Tcha-Tcha-Tcha. La rumba évolue. La rumba a évolué. Vous avez senti les sons. On est quasiment dans le son cubain, entre guillemets. Donc voilà cette évolution de la rumba qu'on va continuer à voir. Donc c'est une musique qui va continuer à évoluer. On a vu Kabasele, on a vu donc ce groupe qui est un groupe multiculturel. On va voir derrière, effectivement, on ne peut pas ne pas citer Wendo Colossal. Wendo qui est un des parrains, je dirais, de la rumba. Avec Marie-Louise. Tiens, voilà encore une chanson que j'aimerais, si on pourrait l'écouter. Marie-Louise, je pense que nous l'avons. Ouais. Marie-Louise, solo ngai na yo. Marie-Louise, solo ngai na yo. Wapi Kombo Louise, lobelanga wapi Tina Louise, Louise. Bravo. Donc Wendo, justement, tu nous disais qu'avec Marie-Louise, c'était une évolution justement une évolution instrumentale, puisqu'on retrouve une guitare qui est récupérée de la guitare hawaïenne. C'est ce qu'on vient d'entendre, vous voyez, tout à fait. Et là, on retrouve la poésie de la rumba. Donc on va commencer. Et c'est intéressant de voir effectivement comment de Kabasele, de Wendo, Kabasele, et ceux qui vont arriver, ça va être Taboulé, Rochereau. Rochereau Taboulé, lui, il va apporter quelque chose de plus, c'est-à-dire le côté scénique, le côté moderne. Hein? Donc, lui, Kabasele, c'est quelqu'un qui performait dans tout ce qui était rigueur, parce que lui, il visait vraiment être comme Armstrong, donc il fallait que tout soit parfait, quasiment. Et il fallait qu'effectivement, les guitaristes, tout le monde soit au top, mais c'était assez statique. Là, vous avez Rochereau qui va faire des shows. Qui est un peu, j'ai l'impression, lui, le précurseur de ce qu'on va voir maintenant de la rumba. Ben oui, il va chanter en français. Il y a une chanson, je pense, je ne sais pas si vous l'avez. Je pense qu'on peut le mettre aussi pour voir l'évolution, justement, de ce qu'on est en train de dire. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur.
Parce que Taboulé, c'est quand même important, bon, je pense que tout le monde le sait, mais de le rappeler que c'est le papa de Youssoupha, un très grand rappeur français. Voilà, on le sait, mais on a tendance à ne pas forcément aussi remettre des fois à l'honneur l'impact que Taboulé a eu, même sur les générations comme la mienne aujourd'hui, et comme les autres, et qui exprime un peu bien l'évolution de la rumba, là, comme tu étais en train de nous l'expliquer, avec Kabasele, Wendo et les différents genres qu'ils avaient, de l'exprimer, mais de dire que Taboulé, c'est quand même celui qui a amené la scène, on va dire, de la rumba sur sa modernisation actuelle. C'est vrai. Il était influencé par les Claudettes, il y avait les Rocherettes, il y avait des Claudettes. Il est venu à l'Olympia avec Cocatrice, ça a été un événement énorme. Et c'est quelqu'un qui était visionnaire, c'est quelqu'un qui voyait plus loin. Il avait compris le sens de la chorégraphie. Il faut voir le concert de Taboulé à l'Olympia, la chorégraphie, on était déjà vachement en avance. Taboulé va aussi remettre en valeur, parce que ce n'est pas le premier à mettre les femmes de la rumba, il y a déjà les femmes mais il va remettre en valeur avec Mbili Abel qui va faire des chansons extraordinaires. Et Mbili Abel, moi j'ai dansé là-dessus, je m'en souviens encore. Et mon père, il est tombé amoureux de Mbili Abel tellement elle était belle et tellement elle avait une voix formidable. J'aurais bien voulu la voir comme belle-mère à cette époque-là. Ah bon, carrément. Carrément. Mais vraiment, on était amoureux. Et des très très belles chansons. Et Taboulé, c'est également la personne qui est allée aux États-Unis également. Donc là, on arrive avec Taboulé à l'internationalisation de la rumba. On ouvre un chapitre hyper intéressant où la rumba devient vraiment une musique internationale. Mais le contemporain de Taboulé, c'était Franco. Ouais. Et Franco, il a également révolutionné cette musique. Donc vous voyez, on a vraiment là le patrimoine de l'UNESCO, le patrimoine de l'humanité dont on parle, c'est avant tout le patrimoine pour les Congolais. Donc là, je parle en regardant les Congolais. Vous voyez ce que vous avez. Les Congolais ou les Africains? Les Congolais avec un grand K. Et puis les Africains derrière. Les Congolais Congo. avec un grand K. Quand je parle Congolais, c'est vraiment le grand K. Oui, parce que franchement, Laetitia, quand on parle de la rumba, et là, on va le dire, puisque vous me donnez la possibilité, c'est pas seulement le Congo, RDC et le Congo. Il y a aussi l'Angola. La rumba est à Banza-Congo. Banza-Congo, la capitale du royaume du Congo, se trouve en Angola. Et donc, j'invite les Angolais à nous rejoindre dans cette réflexion, pour tenir un bout de ce patrimoine, comme les Congolais tiennent les deux autres bouts. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous appartient, qui appartient à l'Afrique centrale, et que c'est un don que l'Afrique centrale fait à l'Afrique et à l'humanité tout entière. Mais donc, alors, il se trouve que Tchana Moana, qui était congolaise, a souvent mis en avant les ressemblances que faisait notre ami, comment il s'appelle, celui qui, le grand chanteur, danseur américain là. James Brown. Voilà. James Brown, tout à fait. Donc, Tchana Moana disait que voilà, il y avait quelques ressemblances entre ce que fait ce afro-américain et la rumba congolaise. C'est génial. Ça, c'est un. Elle était rentrée justement pour faire en sorte que la rumba congolaise et la rumba, je dirais même internationale, et ce qui est d'ailleurs très bien, et je mets l'accent là-dessus, c'est une richesse panafricaine. C'est-à-dire qu'il faut que tu expliques tout ça, que la rumba n'appartient pas seulement au Congo, mais ça appartient au continent tout entier. Exact. Et puis, tu as bien fait de mettre l'accent sur le fait qu'il faut que l'Angola vous rejoigne, mais il faut que les autres pays africains vous rejoignent. C'est très important. Donc, l'espèce de parallèle entre ce que disait Tchana Moana et bien sûr notre ami James Brown, est-ce qu'aujourd'hui cela est encore possible et est-ce qu'on peut encore amplifier, ne serait-ce que pour être fidèle à la mémoire de Tchana Moana? C'est génial. Merci beaucoup, c'est une belle passerelle. James Brown a énormément influencé effectivement les Congolais à cette époque-là. La façon de danser. Donc je prends l'exemple, il y a déjà dans le groupe moderne des jeunes, et là c'est ma génération qui arrive, les Aiko Langa Langa, il y avait Voloko
quelqu'un qui s'appelait Evoloko, il dansait, il faisait des gestes exactement comme James Brown. Donc on a eu ça. Il y a eu la coupe, l'afro, qui était à la mode à cette époque-là, qui était génial. On imitait James Brown. Et James Brown, lui aussi, se revendiquait congolais. Ouais. C'est intéressant de voir cet élément. Oui, donc l'appel que vous lancez est un appel extraordinaire. Je pense exactement comme vous. La rumba est un patrimoine que le Congo a la garde. Le Congo est gardien de ce patrimoine, mais c'est un patrimoine totalement africain. Alors, on arrive à la fin de cette émission culturelle, musicale, mais alors enthousiasmant, et vraiment, je salue l'historien Keita, qui a quand même fait ce que j'appelle une bonne lecture de la naissance de Rumba jusqu'à nos jours. Ce que je souhaite maintenant, c'est que la nouvelle génération prenne ça à bras le corps et essaye de l'imposer sur le plan international. Parce que, M. Keita, la musique peut apporter ce que j'appelle, ce que jusqu'ici nous manque, la paix. Il faut que les Africains, autour de leurs valeurs musicales ancestrales, fassent la paix. Et je souhaite que cette paix soit possible partout, y compris en République démocratique du Congo, où effectivement il y a eu énormément de malheurs et beaucoup de massacres. Donc, Laetitia et moi, nous sommes très fiers de saluer l'historien que vous êtes, et vous serez encore réinvité sur ce plateau au même endroit. Merci à vous.